Bonjour, ici Martin Chagnon, directeur des ventes chez Novipro. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à tous dans cette série de balados consacrée à la 9e édition du Portrait TI. Comme chaque année, le groupe Novipro a publié en juin dernier son rapport annuel sur l'état du marché des TI au Canada. Durant cette série de balados, nous reviendrons sur les 6 sections du rapport en mettant de l'avant les statistiques clés parues et nous inviterons nos experts à s'exprimer sur la réalité qu'ils constatent sur le terrain. Pour ce premier balado sur l'info nuagique, je reçois Pierre Archambault, ingénieur pré-vente Canada chez OVH Cloud. Pierre, merci d'être parmi nous. Bon matin, Martin. Donc, commençons avec quelques questions un petit peu plus faciles. En 2025, j'aimerais savoir si on parle encore de migration vers le cloud ou si plutôt on parle d'optimisation et de répartition des charges entre environnements. Bon, ta question, quand on parle de migrer vers le cloud et d'optimiser, je te dirais que les deux sont encore valides. Maintenant, quand un client dit je vais aller vers le cloud, pour moi, dans ma tête, ça sonne déjà comme d'optimisation. Parce que l'idée du cloud, c'est de pouvoir consommer à la demande. Et quand on regarde les environnements plus traditionnels, c'est un peu l'objectif d'aller vers le cloud, même si parfois, on va aller vers des environnements plus lift and shift, puis on va garder le même type d'architecture qu'on a. Mais l'objectif, c'est d'aller vers les environnements optimisés pour être plus efficace au niveau financier, processus et des applications et tout ça. Donc ça, c'est sûr qu'on voit une tendance qui est de plus en plus accrue. Maintenant, les entreprises, quand ils veulent regarder et qu'ils font de l'analyse pour optimiser leur charge de travail, c'est là qu'on voit que parfois, il y a des défis. Donc, la première étape, souvent, on va voir des entreprises qui vont faire un lift and shift, qui vont passer vers le cloud parce que là, ça leur enlève un niveau de gestion qu'ils n'ont plus besoin de faire. Mais il faut garder en tête que l'analyse pour optimiser leur application, c'est une autre étape. Et ça, souvent, ce que moi je vois, du moins, c'est que les entreprises veulent le faire, doivent le faire, mais que les ressources auxquelles ils ont accès, les connaissances et l'expertise, ils ne les ont pas nécessairement. Et c'est là que parfois, ça va être un enjeu. Il y a des entreprises qui vont faire l'analyse, ils savent combien ça va leur coûter, ils vont de l'avant. Puis on a des exemples là, dans le secteur public de la santé, que je nommerai pas, où est-ce qu'il y a des dépassements de coûts. Et rendu là, ça devient un défi parce qu'il faut faire l'évaluation, est-ce que ça en vaut la peine? Il y a des entreprises qui vont le faire, d'autres qui vont dire, on ne le fera pas parce que ça en vaut tout simplement pas la peine d'investir pour le moment à changer et optimiser ce qu'on fait. Ça, c'est ce que je vois, puis j'ai des exemples là, d'entreprises qui ont besoin d'augmenter très rapidement les ressources qu'ils ont, donc qui ont besoin d'un environnement qui est plus cloud native, qui sont chez des hyperscalers américains, qui viennent nous voir parce qu'ils veulent optimiser leurs coûts, ils veulent optimiser leur processus, et là, on fait une analyse avec eux, on regarde et on voit que le travail pour aller de l'avant est un frein, en fait. Mais pour répondre à ta question, il faut toujours garder en tête qu'il faut... Le cloud, c'est vraiment... L'idée, c'est d'optimiser et consommer à la demande. Il y a certains défis que nos clients ont, financiers. Donc, ça, il faut garder ça en tête. C'est pas toujours une recette qui répond à toutes les demandes, malheureusement. Donc, ce que je retiens de ce que tu me dis, c'est que la plupart des gens qui optent pour l'info nuagique vont faire un exercice d'évaluation pour l'optimisation, mais pas nécessairement tout le monde va procéder à la modernisation de leur infrastructure. Mais on voit vraiment une volonté d'aller dans cette direction-là. Ça, c'est clair, on le voit très bien. Question 2. 85% des entreprises canadiennes déclarent utiliser une solution info nuagique. Leur priorité d'investissement dans l'info nuagique est de 63% dans la sauvegarde de données, 57% pour des services de cybersécurité et 41% pour les mégadonnées. J'aimerais savoir, Pierre, si c'est ce que tu vois chez les clients d'OVH Cloud comme répartition. En fait, tu me demandes, est-ce que la tendance est vers l'hébergement ou de la sauvegarde ou... Est-ce que les clients ont besoin de mettre énormément de données dans le cloud? C'est sûr que la réponse est oui. Nous, on a des solutions de stockage d'objets, des serveurs de stockage qui peuvent héberger d'énormes quantités de données, mais ce n'est pas des statistiques que moi je vois.
parce que c'est des produits qui sont facilement consommables. Moi, je parle à des clients qui ont besoin de revoir des architectures complexes. Alors que pour héberger les données pour du backup, la sauvegarde, par exemple, ou des grosses quantités de données, ben, on n'a pas besoin vraiment de parler à quelqu'un comme moi. On peut tout simplement aller sur notre site web et consommer la ressource. C'est l'idée du cloud, là, c'est de ne pas avoir à parler à personne, consommer à la demande et payer pour ce qu'on utilise. Donc ça, je ne le vois pas vraiment, mais c'est sûr qu'il y en a beaucoup, énormément. Après, ton autre volet qui est plus cybersécurité, ben, nous, faut nous considérer plus comme un fournisseur cloud. On donne des services d'infrastructure cloud et de plateforme, as a service aussi, du PaaS. Pas tant des solutions de cybersécurité, je vais t'avouer. On a des clients qui hébergent leurs solutions chez nous. On a des développeurs d'applications qui vont héberger leur application chez nous puis qui font du SaaS, qui font publier ça à leur clientèle, mais on n'a pas de visibilité sur le niveau applicatif et de leurs données. C'est un peu l'idée qu'on ne voit pas ce qu'ils font. Donc, je n'ai pas vraiment une bonne réponse à te donner. La seule chose que je peux te dire qu'on fait qui est très appréciée par nos clients, c'est que nous, on protège nos clients au niveau des attaques anti-DDoS. Donc, on a une énorme infrastructure anti-DDoS d'attaque de masse qui est gratuite. Quand tu viens chez OVH, c'est inclus et c'est décentralisé. Donc, on a puis je veux dire, on voit énormément d'attaques de plus en plus. Puis dernièrement, justement, on a d'autres joueurs dans l'industrie là, qui ont rapporté des attaques qui allaient jusqu'à 20-30 Tera sur des attaques très ponctuelles. Puis nous, c'est ce qu'on voit aussi. Donc, on met constamment à jour nos équipements pour être certain de pouvoir répondre à la demande. Mais nos clients ne voient jamais... on les informe quand ils subissent une attaque. On mitige l'attaque. Et après, on les informe quand ça arrête, mais ils n'ont pas rien à gérer. Ça fait partie de nos services. Parfait. Troisième question. Sachant que 36% des entreprises sont motivées d'adopter le cloud pour la réduction des coûts et 34% pour la modernisation, comment OVH Cloud accompagne-t-il les organisations dans la modernisation de leur environnement TI sans compromettre la performance? Donc, optimiser les coûts, nous, c'est sûr que c'est une des valeurs qu'on a. Là, au jour 1 du départ de l'entreprise, là, il y a plus de 25 ans, c'était une valeur d'Octave. Mais en fait, je pense qu'il n'y avait pas le choix. Là, on devait être rentable au jour 1 quand l'entreprise a démarré parce qu'on était très petit. Et ces valeurs-là, d'être efficace quand on développe des produits, ça l'a demeuré chez OVH, là, ça c'est sûr. Donc, quand on regarde notre modèle d'affaires, comment est-ce qu'on fonctionne, on contrôle absolument tout à tous les niveaux. C'est nos centres de données, c'est notre fibre optique mondiale qu'on gère nous-mêmes, c'est la fibre noire. On fabrique nos serveurs et on a optimisé nos centres de données de façon à être le plus efficace possible. Donc, tu sais déjà, on fait du water cooling depuis très longtemps. Donc, tout ça ensemble, ça nous permet d'avoir un ratio prix-performance très compétitif sur le marché. En temps normal, les clients qui viennent nous voir parce qu'ils veulent sauver ou réduire leur coût d'exploitation là, dans le cloud, ils vont se retrouver chez nous, ils vont voir que le coût moyen de ce qu'on fait ailleurs, chez nous, c'est toujours plus bas. Parce qu'on a toutes ces initiatives-là qui sont chez nous quand on développe des produits. Donc, ça, c'est la première réponse. Donc, nos produits, en partant, ils sont très compétitifs. Ensuite, pour optimiser les processus des clients, on a des équipes de services professionnels, mais je vais dire, ça va jusqu'à une certaine limite parce que c'est pas vraiment notre objectif d'accompagner nos clients. On est là pour fournir des services cloud, mais c'est plutôt des entreprises comme Novipro qu'on met de l'avant dans ce cas-là pour les aider à évaluer ce qu'ils font pour optimiser leur processus. Mais il y a des choses qu'on fait aussi qui permettent les entreprises au niveau applicatif là, d'optimiser encore plus. Nous, j'ai parlé de notre modèle d'affaires, mais dans les produits qu'on offre à nos clients, on ne va pas modifier le stack applicatif énormément. Un exemple de VMware ou de Nutanix, c'est des superviseurs qu'on va offrir soit gérés ou gérés en partie à nos clients, mais c'est déployé de façon automatique, mais les clients qui le déploient eux-mêmes vont retrouver le même type d'environnement. C'est le type d'approche que tu ne vas pas nécessairement voir chez d'autres hyperscalers où est-ce qu'on va offrir des services,
mais il va toujours avoir des modifications qui vont t'empêcher de sortir facilement par la suite. Chez nous, c'est vraiment pas le cas. Puis c'est une des valeurs d'Octave qui met de l'avant quand on déploie des Octave, qui est notre fondateur, là, qui dirige l'entreprise. Donc, des solutions utilisées dans le marché, on les a, comme VMware Nutanix, il y en a d'autres. On a du Microsoft aussi, qu'on ne modifie pas, qui sont assez vanilles. Des solutions open source, énormément. Quand on va dans notre cloud public, on voit déjà qu'on utilise OpenStack comme hyperviseur de base pour tout ce qui roule dans notre cloud public. Puis après, tout ce qui roule dans notre cloud public, c'est principalement des solutions open source. Donc, on voit déjà qu'on a des valeurs proches des clients qui cherchent à optimiser et réduire leurs coûts parce que ça fait partie de notre ADN depuis le jour 1. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, bien, mais ce que moi j'en retiens, c'est que votre capacité à gérer l'ensemble de la chaîne, disons, de valeur pour les clients qui vont chez vous permet là, d'être réactif et de leur permettre de réduire les coûts. oui, absolument. Puis également votre capacité d'offrir de façon native des solutions sans changement. Tu as évoqué VMware, Nutanix, etc. Permettent aux clients de se retrouver dans un environnement où ils n'ont pas de modifications à faire là, pour profiter des avantages d'OVH Cloud. Exact. Puis, je rajouterais peut-être, juste pour finir, on s'adapte par rapport aux demandes de nos clients. Comme tu sais, quand Broadcom a acheté VMware, ça a causé beaucoup de soucis parce que les coûts qui ont été demandés aux clients qui utilisaient du VMware ont augmenté considérablement. Donc, nous, on a très rapidement décidé de développer des produits qui étaient moins dispendieux, toujours sur du VMware. On a mis de l'avant des solutions comme vCloud Director pour le faire. Ce qui a permis à des clients qui étaient plus dans le marché small, medium, de pouvoir continuer à utiliser les mêmes produits sur une autre plateforme mutualisée. Mais c'est des choses qu'on fait pour répondre aux besoins de nos clients. Quand on voit que ça se présente, là, on s'adapte là aussi. Parfait. Ben, j'ai une sous-question à ça. Il y a beaucoup d'entreprises qui craignent encore les coûts cachés du cloud. Selon toi, comment peuvent-elles mieux les anticiper et les contrôler? Ben, les anticiper, je vais encore parler de nous, là, parce que tantôt, je te parlais de la façon qu'on développait nos produits. Puis encore, si on revient à notre modèle intégré, là, les clients qui consomment déjà de nos produits le savent. Là, quand on achète un produit chez OVH, on connaît déjà à combien ça va nous coûter par mois, à tous les mois, assez facilement. Ce qui n'est pas nécessairement le cas chez d'autres hyperscalers. Parce que là, on paye à la minute, à la seconde, à l'utilisation, mais si l'utilisation varie énormément, ben là, les coûts peuvent exploser. Et ça, parfois, c'est difficile à évaluer d'avance. Donc, nous, ce qu'on a décidé de faire sur l'ensemble de nos produits, puis c'est souvent relié à la consommation réseautique. Quand on consomme un produit chez OVH, on offre toujours une quantité de bande passante à nos clients avec les produits, puis ils peuvent décider de la quantité de bande passante qu'ils ont besoin, mais on ne charge jamais pour la quantité de trafic transféré en upload-download, sauf quelques exceptions, mais puis je pense qu'on est en train de revoir ça. Donc, ça permet à nos clients d'avoir une prévisibilité au niveau des coûts des produits qu'ils utilisent chez nous. Puis la facturation chez nous est très facile à comprendre. Ça, je peux pas... Là, on est à la radio, là, mais nos clients le savent. Là, quand ils voient leur facture, ils comprennent exactement qu'est-ce qu'ils payent. Puis on a un exemple typique, c'est des clients qui utilisent du bare metal. Il y en a qui, ça fait plus de 10 ans qu'ils utilisent les mêmes serveurs, puis le prix n'a pas changé presque en 10 ans. Là. C'est des exemples qu'on voit. Naturellement, nos prix vont augmenter quand il y a de l'inflation ou quand on a des augmentations de prix de licence de différents fournisseurs sur le marché. Mais dans l'ensemble, c'est très facile chez OVH de prévoir combien ça va nous coûter pour utiliser nos produits, ce qui n'est pas nécessairement le cas ailleurs. La seule exception, c'est peut-être naturellement le cloud public et l'utilisation sur demande. Puis là, nous, on a développé un outil qui permet de prévoir à l'avance aussi combien ça va nous coûter. On peut mettre des alertes pour être sûr de ne pas dépasser des coûts. On peut mettre en place des quotas pour s'assurer de ne pas... que nos équipes qui développent ne dépassent pas un certain nombre de quotas dans le cloud public. Donc ça, c'est des choses qui sont disponibles. Mais en général, ce n'est pas des problèmes qui nous est rapporté de nos clients tant que ça.
par rapport à la compétition. Puis on a des clients qui viennent nous voir naturellement, qui sont chez nos compétiteurs, puis ils nous demandent, je ne cacherai pas parfois, je vois des factures chez nos compétiteurs que je ne devrais pas voir. Puis moi-même, j'ai de la difficulté à comprendre comment ça fonctionne. Non, mais je pense que tu l'as bien mentionné, un des variables qui influencent grandement le coût, qui est souvent, fait souvent partie de vos compétiteurs, c'est la charge de travail sur le réseau. Et cette composante-là étant incluse chez OVH Cloud, on a une prévisibilité qui est beaucoup plus grande. Oui, oui. Puis quand on parle réseau, là, je parle de réseau public, de transfert de données vers l'Internet, mais privé aussi. Ça, c'est une chose que les gens ne savent peut-être pas, mais c'est très facile de déployer des ressources chez OVH dans des centres de données à travers le monde. Et à partir du moment qu'on a, avec le produit, une bande passante privée, on peut interconnecter tous ces produits-là gratuitement. Puis notre capacité réseautique mondiale est colossale. Donc, quand on dit qu'on offre ce service-là à nos clients, c'est vrai, et on peut le tester et avoir les résultats qu'on met de l'avant, là, qu'on leur dit. Superbe. Encore une sous-question, donc toujours dans le contexte de l'info nuagique. Quels sont, selon toi, les leviers pour rendre le cloud à la fois performant, abordable et responsable? Bien, performant, je te dirais, il faut revoir souvent nos charges de travail, là, revoir les processus, les optimiser au maximum. Mais encore une fois, nous, on met de l'avant des partenaires comme Novipro pour faire l'évaluation des charges de travail que les clients utilisent, leur application. Responsable, c'est une des choses qu'on met de l'avant chez nous aussi, c'est le fait que lorsque vous consommez des produits OVH, vous avez une empreinte carbone qui est absolument beaucoup moins supérieure que nos compétiteurs. Mais on ne fait pas juste le dire, on le prouve. Quand vous consommez du bare metal, du cloud privé, cloud public, vous voyez, vous pouvez avoir des rapports à chaque mois de la consommation et des statistiques de performance au niveau de la consommation carbone à tous les niveaux. Donc, vous voyez les moyennes de tous nos centres de données dans votre rapport. Vous voyez les produits que vous consommez, combien ils consomment. Donc, ça vous permet de savoir, parce que c'est une question qu'on a de plus en plus, mais ça reste encore au niveau de la curiosité. Nos clients, ils sont curieux de savoir combien ils consomment, mais on ne voit pas que c'est un facteur marquant dans leur décision. Mais nous, ça fait partie de nos valeurs, donc on le met de l'avant, puis c'est ce qu'on appelle ça, en fait, c'est un calculateur carbone. Mais c'est ni plus ni moins qu'un rapport à chaque mois qu'on donne à nos clients qui permet de voir la vraie consommation au niveau énergétique. Donc, j'imagine que c'était plus ça ta question. Donc, ça, c'est une chose qu'on met de l'avant, puis on est très, très transparent à tous les niveaux. Là. Puis là, on pourrait en parler pendant plusieurs heures. Mais c'est des choses qui nous différencient sur le marché. Là. Ben, je pense que bien que tu vois que ça ne fait pas partie du processus décisionnel, je pense que de plus en plus, ça va le devenir. Moi, je pense que les entreprises ont une préoccupation d'être responsables au niveau de leur consommation. Donc, cette composante-là, je pense, va prendre plus de valeur. On l'espère. Je pense qu'on voit un petit recul présentement là, au niveau mondial, mais je crois que c'est inévitable. Il va falloir être plus conscient de ça pour le futur. Là. Parfait. Dernière question pour toi, Pierre. Comme le sondage du portrait TI a été réalisé avant la situation aux États-Unis, donc a été réalisé là, en début d'année, au moment du sondage, la confidentialité des données n'était pas citée comme un enjeu majeur. Est-ce que tu sens que cela a évolué? Ah oui. Puis même, moi, j'étais une des personnes qui voyait que c'était... Avant le changement d'administration américaine, je voyais bien que c'était... on en parlait, puis là, on parle de souveraineté des données. Là. Nous, c'est une des choses qu'on mettait de l'avant, mais je ne voyais pas qu'en Amérique du Nord, c'était des choses qui souciaient énormément les entreprises. C'était là, mais je crois que le niveau de confiance envers les hyperscalers américains était quand même assez bon. Là, clairement, il y a eu un changement, puis on le voit dans les questions de nos clients.
Puis même au niveau, dans le secteur public, au niveau politique, le premier ministre du Canada a décidé d'aller de l'avant avec des initiatives pour promouvoir des entreprises canadiennes qui ont des services infonuagiques. Puis ça, c'est une excellente idée. C'est sûr que nous, on est d'origine française, donc on n'est pas nécessairement impliqués. Par contre, on nous sollicite parce que c'est des choses qu'on a déjà mis en place en Europe, en France. En France, il y a ce qui s'appelle l'ANSSI, qui est un organisme qui est un peu sensiblement pareil avec le MCN, mais qui ont mis de l'avant ce qu'on appelle un label qui s'appelle Secnum Cloud, qui permet de mettre en place des mécanismes pour protéger les données. Donc, des clients quand ils vont dans le cloud, mais c'est surtout une norme que l'on doit adopter si on veut héberger les données pour le gouvernement dans le secteur public français. Donc, nous, puis la souveraineté des données chez OVH, ça fait des années et des années qu'on en parle à tous les niveaux. Donc ça, on a levé notre main. On savait que, bon, c'était pas nécessairement pour nous parce qu'on voyait bien que l'idée, c'était de promouvoir les entreprises canadiennes, mais on s'est fait poser des questions, puis on était content de participer. Après, le marché, je dois dire que oui, on voit des questions. En tout cas, moi, j'ai des questions de certains clients que j'ai jamais vu venir avant. Un exemple, tantôt, je te parlais de notre fibre optique mondiale qu'on gère. On a des fibres transatlantiques. Ces fibres-là passent par New York pour se rendre soit en Angleterre ou en France. Puis là, le gouvernement nous demande, pourriez-vous avoir des fibres qui partent du Canada sans passer par New York? Donc, la réponse est oui, on regarde. Genre de questions qu'on n'avait pas avant la nouvelle administration américaine. Ça, c'est un exemple que je trouve intéressant. Mais l'autre exemple qui m'a beaucoup marqué, c'est une entreprise en Europe qui, suite au conflit en Ukraine, a décidé de mettre en place un plan de recouvrement en cas de désastre, mais aux États-Unis. Et là, c'était, quand ils ont pris la décision, c'était l'administration précédente. Sauf que là, ils nous appellent, ils nous disent, on aimerait plutôt héberger notre plan de recouvrement en cas de désastre au Canada qu'aux États-Unis. S'il y a un conflit qui déborde en Europe. Donc ça, c'est des choses qu'on ne voyait pas venir. On voit que les entreprises regardent tous les scénarios possibles qui pourraient arriver et ils nous posent des questions à conséquence pour les aider à trouver des solutions à leurs problèmes. Et ça, je fais qu'un reflet, effleurer les questions. C'est des exemples qui marquent, là, je trouve, mais il y en a de plus en plus. Mais oui, pour te répondre à ta question, avant, je trouvais que c'était pas si prononcé que ça, mais maintenant, beaucoup plus, c'est clair. Ça. Donc, indirectement, je pense que tu as répondu à ma dernière question qui était de voir si tu voyais une évolution dans la sensibilité des dirigeants à l'égard de la localisation et de la protection des données. Oui, c'est clair. On le voit beaucoup plus. Après, ça dépend dans quel marché que tu es et quel type de données et c'est quoi ton produit, qu'est-ce que tu fais. Là? Le risque d'être chez un hyperscaleur américain n'est pas la même pour tout le monde. Mais c'est clair qu'on a de plus en plus. En tout cas, moi, à chaque semaine, j'ai des demandes de clients qui me demandent est-ce que vous êtes un cloud souverain, qu'est-ce que vous faites et tout ça. Donc, oui, absolument. Donc, Pierre, je te remercie d'avoir participé à ce balado avec nous. Je remercie OVH Cloud de sa participation et je te souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, Martin. Bonne journée à toi aussi.